grand problème maintenant qui menace les producteurs agricoles, c'est un problème de terre. C'est-à-dire, le régime foncier chez nous est un régime qu'on appelle positif, c'est-à-dire la terre, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Et à côté de ça, nous, comme communauté, nous vivons avec le régime qui est coutumier. Mais le régime coutumier n'est pas reconnu. Et donc, ça fait que nous entrons dans une situation d'instabilité et d'insécurité foncière très accrue, surtout avec la présence des mines et la présence des élites qui sont en train maintenant de prendre des grandes superficies de terre. Je voudrais faire le lien entre ce que nous avons fait comme négociation tout au long de la semaine passée autour des directives volontaires, qui notamment ont réaffirmé un peu le droit à l'alimentation pour les ménages pauvres et surtout les petits producteurs, ont réaffirmé un certain nombre de principes, notamment pour faire participer et responsabiliser et considérer que ce sont les ménages faibles qui sont les premiers investisseurs, notamment dans le secteur agricole, parce que, je ne vous l'apprends pas, la République démocratique du Congo et même chez nous, eh bien, 69 à 75% de la population est en train de vivre du secteur agricole. Quand vous regardez l'activité minière, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont en train d'être délocalisées. Un exemple concret, nous travaillons avec une cinquantaine de groupes à Lubumbashi, mais sur la cinquantaine de groupes, 30 ont été touchés par les délocalisations. Vous avez par exemple une entreprise minière qui se trouve du côté de la Rouachi et qui a acheté le périmètre minier. Elle a délocalisé 2000 agriculteurs. Bon, c'est vrai, on dit qu'elle a créé de l'emploi, mais pour 800 personnes. Mais elle a délocalisé, par exemple, 2000 agriculteurs qui vivaient là-bas de l'agriculture. Je pense que les directives volontaires ici sont une chance parce que, bon, déjà, chez nous, on se bat beaucoup pour qu'on puisse adopter un code agricole qui tienne compte de la place et du rôle central des petits producteurs. Bon, on espère que le code agricole va être accepté et les lignes directrices sont une chance parce que ça peut influencer justement ce code agricole. Nous pensons que, eh bien, pour faire le lien avec les directives, ça va être une opportunité qui va être saisie par toute la société civile pour qu'on puisse recentrer notamment le débat sur le droit à l'alimentation, la place et le rôle des petits producteurs. Les grands défis des femmes au niveau de notre communauté, c'est premièrement la pauvreté. Il y a aussi l'analphabétisme. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été à l'école. Il y a aussi, donc ça entraîne aussi l'ignorance. Il y a le manque d'information et de formation. Donc ça découle de l'analphabétisme. Il y a aussi l'insécurité alimentaire. Parce que chaque fois dans nos communautés, il y a toujours la famine qui est cyclique, qui revient chaque 2 ans, chaque 5 ans. Donc, ce qui veut dire que la sécurité alimentaire n'est pas assurée, l'équilibre alimentaire n'est pas assuré, et la femme n'est pas ensuite consultée dans les prises de décision. Ça fait partie aussi des défis que rencontrent les femmes. Il y a aussi le non-accès au crédit. Et la femme a besoin aussi d'augmenter, d'améliorer sa production. Nous vivons en fonction de la pluviométrie. En ce qui concerne surtout cette année, quand il y a la famine, donc je pense que la première personne qui est visée, c'est surtout la femme. Donc là, nous cherchons en tout cas pieds et mains pour régler cette situation. Il y a le temps de travail aussi de la femme qui est trop lourd, qui est trop chargé. Donc à longueur de journée, si vous prenez dans les campagnes, je pense que ce n'est pas au niveau urbain seulement qu'on puisse régler certains problèmes. Il faut alléger les tâches de la femme. Et d'autre part, il faut aussi parler de la parité. Il faut parler de l'équité genre. Et à ce niveau, nous avons des sérieux problèmes parce que même définir le mot genre aujourd'hui, je pense que c'est un problème très crucial. Certains n'arrivent pas à comprendre que le genre, ce n'est pas le féminisme, mais c'est surtout que
le genre n'est rien d'autre que, en tout cas, femmes et hommes qui sont capables, en tout cas, de défendre la cause de toute la population. Les responsables des défis qui sont lancés aux femmes, les premiers responsables, c'est surtout l'impérialisme. Ensuite, ce sont nos États qui ont ratifié des accords et des traités et qui ne les mettent pas en exécution. Donc il y a tout ça là parce qu'il y a la Convention sur les droits de la femme qui a été ratifiée par nos États, mais qui n'est pas appliquée sur le terrain. Ça existe seulement sur le papier. Donc il y a aussi les chefs traditionnels qui gardent la femme toujours dans l'ignorance. Il y a aussi les leaders religieux qui sont aussi responsables, qui font des prêches. Et chaque fois, on veut maintenir la femme de l'ignorance pour qu'elle ne connaisse pas ses droits et ses devoirs. Je pense que nous sommes ici rien que pour défendre la cause de la femme et défendre encore la cause de la souveraineté alimentaire. Parce qu'un être humain ne peut vivre sans l'alimentation. Alors, qui est responsable de tous ces actes? D'abord, je dis que nous-mêmes, nous sommes responsables. Parce que des fois, il faut savoir se situer. Il faut savoir ce qu'on veut. Tant qu'on ne commence pas de la base au sommet, ça ne peut pas s'améliorer. Et alors, je me dis que c'est un cri de cœur aujourd'hui, que ce soit les associations, parce que nous sommes les premiers responsables. Nous avons été à l'école, donc ce n'est pas pour fortuit. Je pense que c'est un acquis qui est là. Alors, comment défendre les causes de nos populations qui sont analphabétistes, qui sont en tout cas dans une grande ignorance? Il faut aller vers eux. Les solutions que nous pouvons proposer, ils sont à deux niveaux. Premièrement, le niveau local, c'est au niveau du pays. Il faut que les associations et les ONG fassent des campagnes de sensibilisation pour que les femmes elles-mêmes prennent conscience du fait que ces défis-là existent. Ma première solution d'abord, c'est le renforcement de capacités. Donc les problèmes sont connus par tout le monde d'ailleurs. Maintenant, il suffit que la femme s'y mette elle-même, parce qu'après un renforcement des capacités, après la sensibilisation, après tout ce qu'on va faire, tant que la femme n'est pas impliquée, je ne pense pas qu'on puisse résoudre ce problème. Le premier défi, c'est mener des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation à l'endroit des femmes, et ensuite faire des lobbying au niveau des États pour qu'ils appliquent les textes et les traités que les États eux-mêmes ont signés. Pour nous, la volatilité des prix n'est pas du tout un phénomène nouveau. Cela fait plus de 30 ans que nous, on connaît ce phénomène. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a eu une grave crise alimentaire en 2008. Mais déjà dans les années 80, les économies de nos pays ont été frappées de plein fouet par un phénomène qu'on appelait alors la détérioration des termes de l'échange. C'était quoi? C'est que les prix des produits que nous exportons avaient commencé à dégringoler. C'était des erreurs de politique des gouvernements, bien sûr, qui avaient poussé les paysans à produire des produits pour l'exportation, notamment le coton, le café, le cacao, l'arachide, un certain nombre de produits, et dont les prix avaient commencé à chuter sérieusement sur le marché mondial. Et ce qui a fait que les gouvernements ont été obligés de se mettre sous des programmes d'ajustement structurel avec la Banque mondiale. Donc, depuis lors, l'agriculture a été complètement abandonnée, aucun soutien des gouvernements, du fait que la Banque mondiale n'acceptait que les pays accordent aucun soutien à l'agriculture. Mais malgré cela, les paysans se sont organisés, ils ont pu résister du fait que leur vie dépend de ça. Nous produisons d'abord pour la nourriture de nos familles, ce n'est pas pour le marché mondial. Donc, dans beaucoup d'endroits, les paysans se sont organisés en groupement, notamment qui faisaient du stockage à travers des banques de céréales ou à travers de ce qu'on appelle le warrantage. Et donc, ce sont des systèmes qui font que les paysans peuvent mettre ensemble leurs récoltes pour pouvoir les stocker et attendre un certain moment parce que les prix au moment de la récolte sont trop bas du fait que justement la Banque mondiale a exigé la libéralisation des marchés agricoles dans nos pays, et ce qui fait que les intermédiaires prennent toute la plus-value des productions. Donc les paysans n'avaient pas d'autre choix que de s'organiser pour pouvoir résister. Je pense qu'une réforme au niveau des institutions internationales comme celle du Comité de sécurité alimentaire sont des moments qu'il faut
saisir pour faire avancer réellement la cause des petits paysans. Parce qu'en réalité, aucune politique, qu'il se soit au niveau, décidée au niveau international, au niveau national, ne tient compte réellement de l'intérêt des petits paysans. C'est à nous de dire ce dont nous avons besoin. Si les gens veulent réellement qu'on règle le problème de l'alimentation, ça ne peut pas se faire sans véritablement la prise en compte des préoccupations des petits paysans. Donc c'est ce que nous sommes venus dire ici. On verra, c'est-à-dire on saura si réellement il y a une volonté politique réelle au niveau mondial et au niveau de nos pays de régler le problème de l'alimentation. Parce que les paysans font partie de la solution. Le problème n'est pas les paysans. Les paysans sont véritablement la solution au problème de l'alimentation. Parce qu'ils produisent eux-mêmes leur alimentation et ils nourrissent les villes. Aujourd'hui, il est prouvé qu'au moins 80% de l'alimentation qui est produite au niveau mondial, c'est les paysans qui le produisent. Donc c'est extrêmement important. Il faut tenir compte de ça. Ce n'est pas les grosses entreprises, ce n'est pas le privé qui va régler le problème de l'alimentation. Si c'était ça la solution, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans les politiques de libéralisation du marché, il n'y aurait plus de famine aujourd'hui. Je pense que c'est justement ces politiques de libéralisation des marchés alimentaires qui a fait que la faim a augmenté dans le monde. Donc il faut restituer l'alimentation dans ce rôle premier qui est de nourrir l'agriculture dans ce rôle premier qui est de nourrir les populations du monde.